Bonjour, nous sommes Corentin et Sandra de Goubernin. Chez Goubernin, nous croyons fortement en la valeur ajoutée de la bonne gouvernance pour tout type d'organisation. La gouvernance ne concerne donc pas seulement les grandes entreprises marchandes, mais également le secteur associatif. Pour le secteur associatif, la gouvernance est un moyen important pour réaliser la mission de l'organisation. Cet épisode est le deuxième d'une série de 4. Et nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les rôles et les tâches des différents organes de gouvernance. Soyez les bienvenus. Avant de discuter des tâches spécifiques des différents organes de gestion, nous aimerions vous exposer 2 principes de base en matière de gouvernance. Premièrement, chaque organisation doit pouvoir concrétiser le concept de triptyque de gouvernance, qui est vraiment la base de toute structure de gouvernance. Concrètement, il s'agira de l'interaction entre 3 acteurs centraux, à savoir le conseil d'administration, l'assemblée générale des membres et le ou les personnes responsables de la gestion journalière de l'organisation. Cette gestion journalière pourra soit être occupée par une équipe de direction complète, soit par des bénévoles, bref, un ensemble de possibilités à adapter toujours en fonction de l'organisation. Toutefois, et peu importe la réalité de l'organisation, ces 3 organes vont constituer la base de toute structure de gouvernance. Ainsi, le rôle du conseil d'administration ne pourra pas être dissocié du rôle et des tâches des autres organes de gouvernance. Le principe de base concernant le fonctionnement de ce triptyque repose sur la délégation des pouvoirs d'un côté et de l'autre l'obligation de rendre compte. La délégation va donc commencer à partir de l'Assemblée générale qui va déléguer des pouvoirs au conseil d'administration qui va à son tour déléguer certains de ses pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la cascade de délégation. Mais cet abandon doit aller de pair avec le contrôle et la confiance. De plus, ceux à qui ces pouvoirs sont délégués doivent être tenus responsables. Sur ce slide, on voit également les parties prenantes. Les parties prenantes sont importantes pour toutes les organisations et également pour votre ASBL. Aussi, votre ASBL doit en certaines mesures prendre en compte les volontés des parties prenantes. Mais comment est-ce qu'on peut organiser cela? Doivent-ils être impliqués dans les organes de gestion et si oui, dans lesquels? Et même, est-il possible d'harmoniser toutes ces volontés différentes? C'est ces questions-là que nous avons posées à nos intervenants. Alors, effectivement, il est difficile d'impliquer toutes les parties prenantes dans une organisation, mais à mon avis, c'est très important. Une organisation n'est pas une chose abstraite, c'est la manifestation de la convergence d'un certain nombre d'intérêts et d'objectifs. Et bien sûr, à mon avis, les parties prenantes doivent faire partie de l'organisation. Alors comment? Il y a différentes méthodes. Chez Newbie, par exemple, on a choisi le comité sociétal. On a 51 000 coopérateurs. On a évidemment des visions parfois un petit peu différentes. Et ce comité sociétal représente l'Assemblée générale auprès de l'organisation, donc auprès du conseil d'administration, auprès de Newbie. Et puis débriefe l'Assemblée générale sur la façon dont l'organisation, Newbie, le conseil d'administration, travaille pour l'obtention des objectifs sociétaux que s'est donné Newbie. Ça, c'est une façon de faire les choses et qui, ma foi, fonctionne assez bien. Dans toute association, il est évidemment primordial d'impliquer toutes les parties prenantes au moment clé, phare de l'association. Ce n'est pas facile du tout, c'est loin d'être simple. On y est parvenu, on y parvient chez Île de Paix, sans doute aussi en allant puiser dans ce travail sur les valeurs, un travail très élaboré qui nous a permis de nous assurer, qui nous permet encore de nous assurer que quand une décision est prise, elle se fait en relation avec nos fondamentaux, avec qui nous sommes, avec pourquoi nous sommes là et pourquoi nous avons cette raison d'être là en tant qu'association. Et finalement, en pouvant nous appuyer comme ça chaque fois sur ces valeurs et ces fondamentaux, et en poussant chacun des organes à faire le même exercice, on s'assure ou on veille à une harmonisation ou à une plus grande harmonisation. Mais c'est un travail
laborieux qui doit régulièrement être critiqué, challengé. On comprend bien que la compréhension et la prise en compte des parties prenantes est essentielle, aussi et surtout pour le secteur associatif. Cela peut donc se faire de différentes manières, dans l'Assemblée générale, dans le conseil d'administration, dans des comités spécifiques. Comme l'ont expliqué Olivier Brissot et Nathalie Mazy, il n'y a pas une solution toute faite qui est valable pour toutes les organisations. On dit souvent en gouvernance, il n'existe pas de one size fits all. Il appartient donc à votre ASBL de chercher la façon la plus appropriée pour impliquer les parties prenantes au sein de votre association et dans votre processus de prise de décision. Une chose est sûre cependant, si vous décidez d'impliquer de quelque manière que ce soit vos parties prenantes dans vos organes, vous devez clairement identifier et délimiter leur rôle et leurs tâches. La mission doit recevoir une clarification claire. Nous voudrions ajouter une précision concernant ces parties prenantes, justement. Il est vrai qu'il s'agit potentiellement d'une notion assez large qui peut aller jusqu'à même, pourquoi pas, les générations suivantes. Mais il est important que chaque organisation puisse identifier clairement quelles sont ses parties prenantes pour savoir celles qu'on va impliquer dans son organisation ou alors celles qu'on va activement informer. Dans le milieu académique, on a l'habitude de classer les parties prenantes entre celles qui ont un lien direct et celles qui ont un lien indirect avec l'organisation. Mais le professeur Valérie Swann de l'UCL nous invite plutôt à les classer selon 3 critères, qui sont la légitimité, l'urgence et le pouvoir. Dans quelle mesure les intérêts des parties prenantes sont-ils légitimes? Quel pouvoir ont-ils pour influencer l'organisation? Existe-t-il une certaine urgence? Ce sont 3 questions qui devraient aider les organisations à créer une sorte de classement ou de hiérarchie de leurs parties prenantes, de sorte qu'il sera plus clair pour l'ASBL de savoir qui devrait être impliqué dans leur organisation et qui devrait être informé de façon active. Par ailleurs, dans nos projets avec les ASBL, nous constatons que la réalité est souvent plus complexe que dans les 3 organes traditionnels que l'on vous a présentés et qu'il existe toutes sortes de groupes de travail et de comités qui sont utilisés pour impliquer des bénévoles, des membres et d'autres acteurs. C'est toute cette complexité qui peut induire un certain flou dans la délimitation des rôles et des compétences. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire pour votre organisation l'exercice suivant. À quoi ressemble la structure de gouvernance pour votre organisation? Comment s'organise la délégation des pouvoirs? Comment l'obligation de rendre compte est-elle organisée? Qui supervise qui et comment cette supervision est-elle faite? Maintenant, nous allons aborder les tâches de l'Assemblée générale des membres et le rôle par rapport au conseil d'administration. En particulier, nous aimerions présenter à nos intervenants la proposition suivante. Dans une ASBL, il est logique d'avoir les mêmes personnes à l'Assemblée générale des membres qu'au conseil d'administration. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette affirmation? Dans une ASBL, il est logique d'avoir les mêmes personnes pour l'Assemblée générale et pour le conseil d'administration. Bon, Assemblée générale et conseil d'administration d'une ASBL, je sais qu'il y a des pratiques sur le sujet, mais personnellement, en matière de gouvernance, ce qu'il faut, c'est les bonnes personnes au bon endroit. Alors, au niveau de l'Assemblée générale, il y a des compétences qui sont définies dans les statuts. Au niveau du conseil d'administration, il y a d'autres compétences. Et donc, pour moi, il est logique de dire, ayant défini ces niveaux de pouvoir, ayant défini leurs responsabilités respectives, eh bien, choisissons les meilleures personnes, la meilleure composition, de manière à respecter donc ces responsabilités. Ceci ne veut pas dire, au contraire, ceci implique qu'il y ait une bonne interaction entre donc, une assemblée générale et son conseil d'administration, de telle manière que donc, les alignements soient les meilleurs possibles.
Dans une ASBL, il n'est pas logique d'avoir exactement les mêmes personnes au conseil d'administration et à l'assemblée générale. Il s'agit chez I2P d'aller puiser à l'assemblée générale des administrateurs ou des candidats administrateurs et en les faisant passer par un stage obligé ou presque à l'assemblée générale, on peut comme ça valider vraiment leur adhésion aux valeurs et à la mission d'I2P. Mais bien sûr, cette notion d'actionnaire prend un ordre ou une nature tout à fait différente dans une association. Et les actionnaires sont multiples, donc on veille chez I2P à avoir au niveau de l'Assemblée générale des représentants de tous nos actionnaires, des représentants par exemple des bénévoles qui se mobilisent chaque année, des représentants également, puisque nous œuvrons à sensibiliser au niveau des écoles, des représentants du monde scolaire qui sont là aussi en tant qu'actionnaires d'une association comme I2P. L'Assemblée générale des membres a évidemment des tâches qui lui sont légalement réservées. Mais en matière de gouvernance, on essaye d'aller au-delà du strictement juridique. Ainsi, partant d'un principe de gouvernance, le rôle principal de l'Assemblée générale des membres est de contrôler le conseil d'administration. Or, si les mêmes personnes siègent au conseil d'administration que dans l'Assemblée générale des membres, ça devient évidemment très difficile d'exercer ce pouvoir de contrôle. Par exemple, un administrateur qui en même temps siège à l'Assemblée générale des membres pourrait voter pour ou contre sa propre décharge. C'est évidemment peu crédible. Ainsi, nous plaidons pour un élargissement de l'Assemblée générale des membres. Une Assemblée générale des membres élargie peut constituer une belle plateforme pour échange de points de vue avec ses membres, pour prendre la position des parties prenantes, pour connaître leurs opinions sur la stratégie future, etc. Dans la pratique, elle n'est que trop souvent considérée comme une simple obligation légale, alors que quand elle est abordée correctement du point de vue de la gouvernance, elle peut réellement apporter une plus-value pour l'organisation. Une autre affirmation que nous avons proposée à nos intervenants pratiques est la suivante. Le rôle le plus important d'un administrateur dans une ASBL est de pouvoir faire appel à son réseau pour le bien de l'organisation. Nous aimerions connaître leurs opinions à ce sujet. Un des rôles sans doute importants pour un administrateur est de pouvoir faire appel à son réseau. Mais c'est loin d'être le rôle le plus important. On attend beaucoup plus de ça, beaucoup plus que ça chez I2P, parce qu'un administrateur, au-delà de son expertise ou d'un réseau en particulier, doit d'abord faire valoir des qualités humaines, d'interaction, d'échange, de challenge, puisque c'est un organe collectif collégial, il appartient à cet organe, mais à lui de pouvoir amener et contribuer à une intelligence collective qui va faire que finalement le conseil d'administration prend les meilleures décisions. Et donc on attend beaucoup plus qu'un réseau ou qu'une expertise particulière d'un administrateur. Quand une ASBL cherche un administrateur, parfois, entre guillemets, elle s'offre aussi un carnet d'adresses, donc un réseau. C'est évidemment un argument qui est important, mais ce n'est pas l'argument, ce ne doit pas être l'argument déterminant, en tout cas pas le seul. Il faut aussi voir les compétences de chaque administrateur, son expertise, son expérience, parce que c'est ça qu'il faut faire d'abord, c'est essentiel. Il faut voir, et pour moi c'est encore plus déterminant, si cet administrateur ou administratrice qui arrive partage les valeurs essentielles de l'ASBL, c'est très très important. Et après, il peut mettre en route son réseau, mais ce n'est pas le réseau qui est déterminant. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Le premier objectif, c'est d'abord les compétences et le partage de valeurs et l'envie d'avancer dans le même sens. Dans la pratique, on entend souvent qu'un bon réseau est utile pour l'organisation. Mais, comme vous l'avez entendu, les administrateurs ne devraient certainement pas être choisis uniquement pour leur réseau, principalement parce qu'ils ont d'autres tâches. En effet, les 3 tâches du conseil d'administration, que sont le leadership, la stratégie et le contrôle, nécessitent plus qu'un bon réseau. Maintenant que nous avons discuté de ce que l'on peut attendre d'un administrateur et d'un conseil d'administration, on aimerait expliquer brièvement ce qu'on entend par gestion journalière. Il s'agit de l'ensemble des tâches quotidiennes qui sont généralement exécutées par l'organisation,
Ce ne sont donc pas les grandes décisions stratégiques, mais ce sont plutôt des tâches opérationnelles quotidiennes. Cette séparation des tâches est également très importante dans l'interaction entre le conseil d'administration et le ou les personnes responsables de cette gestion journalière. Ainsi, nous aimerions entendre l'avis de nos administrateurs par rapport à la déclaration suivante. Nos administrateurs sont étroitement impliqués dans le quotidien de l'ASBL, de sorte qu'il n'est plus très clair de savoir qui fait quoi. Bon, la répartition donc exécutive, je dirais non exécutive des administrateurs, de la fonction de l'administrateur, c'est un débat et je peux comprendre que dans certaines ASBL plus petites, bon, un administrateur soit un peu au four et au moulin et donc voilà, il y a un risque peut-être qu'effectivement il y a un mélange des genres. Mais dans les grandes ASBL, je pense ici à Saint-Luc, nous sommes 6000 personnes, bon, il est clair que le conseil d'administration a sa responsabilité et le comité de direction a sa responsabilité. Et là, il est très important que d'abord ces responsabilités respectives soient bien définies et ensuite bien respectées, avec donc l'empowerment que cela représente. Quand on s'implique dans une ASBL, et c'est très souvent du bénévolat, on s'implique à fond, donc on donne énormément de soi-même, et donc la tentation arrive vite de dire je vais aller un cran plus loin, donc oui, je vois régulièrement le directeur, puis à un moment donné, est-ce que j'ai pas envie de rencontrer les équipes aussi, parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter. Alors là je dis stop, c'est pas le mot. À partir du moment où on est administrateur d'un ASBL, il faut rester administrateur, et c'est vrai pour les administrateurs comme c'est vrai pour le président d'une ASBL, il faut bien connaître ses limites, et c'est important de les respecter, parce que sinon on peut très vite déséquilibrer le système, et personne ne se sentira plus à sa place, ni les administrateurs, ni par exemple la direction d'une ASBL. Donc ça, c'est véritablement essentiel. Chacun à sa place et c'est ainsi qu'on pourra fonctionner de manière satisfaisante. Ainsi, peu importe la taille de la ASBL et qu'elle fonctionne avec des employés ou avec des bénévoles, il est donc important que les tâches de chacun soient claires et aussi que tout le monde respecte ses délimitations. Par exemple, quand quelqu'un est nommé trésorier, ses tâches, ses pouvoirs, le moment où il ou elle doit rendre compte au conseil d'administration doivent être très clairs, pour lui-même, mais également pour les autres. Par exemple, chacun doit connaître ses pouvoirs et doit respecter les demandes liées à ses tâches, comme par exemple une demande de tenir les comptes à jour. Dès que l'ASBL a nommé un directeur ou un coordinateur en fonction, nous conseillons vivement de procéder à une séparation claire des tâches entre le conseil d'administration et la personne responsable de la gestion journalière. En matière de gouvernance et chez Gubernat, nous appelons ça le NIFO, le Nose In, Fingers Out. Le conseil d'administration est l'organe qui doit garder une vue d'ensemble, qui doit s'occuper de la stratégie et qui doit contrôler. Il doit se tenir à l'écart de la mise en œuvre concrète de l'opération journalière. Cela étant dit, Olivier Brissot apporte une nuance à cela. Alors, évidemment, les administrateurs ne doivent pas, comme règle, être impliqués dans le quotidien de l'organisation. Ce n'est pas leur mission. Ceci dit, dans des périodes de transition, dans des périodes difficiles, on peut très bien demander aux administrateurs de s'impliquer véritablement pendant une période déterminée pour faire en sorte à ce que l'organisation puisse être pérenne, puisse redevenir pérenne après une période de crise. Voilà, ça arrive assez régulièrement dans l'économie sociale notamment parce que vous avez souvent des personnalités fortes qui ont pris et développé cette organisation et quand ces personnalités fortes disparaissent, évidemment, l'organisation s'en trouve souvent fragilisée. Donc là, c'est le rôle des administrateurs de reprendre le relais et de retrouver un équilibre pour que la direction, par exemple, puisse faire le travail sans cette forte personnalité qui était là avant. En effet, une des missions importantes du conseil d'administration est de assurer la continuité de l'organisation. Donc, lorsqu'il y a une crise de continuité, par exemple quand il y a un départ non prévu du directeur ou du coordinateur, le conseil, avec l'un ou plusieurs de ses membres, doit prendre le délai. Si cela devait se produire et est inévitable, il faut évidemment s'assurer que ce soit pour une période déterminée
et avec une délimitation claire des tâches et responsabilités. En effet, il ne faut pas avoir peur d'être créatif dans l'organisation de votre gouvernance. Celle-ci peut prendre de nombreuses formes différentes, mais il faut toujours respecter les principes généraux qui gravitent autour du triptyque de gouvernance. En effet, il est important que le rôle et les responsabilités de chacun des organes soient clairement définis, que leurs compétences soient respectées, mais qu'il y ait en parallèle une communication très ouverte et transparente entre ces organes. La gouvernance d'une ASBL n'est pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose de dynamique et évolutif en fonction de votre mission, de vos objectifs, de vos parties prenantes. Nous vous invitons à vous poser les bonnes questions afin de disposer d'une organisation et d'une gestion des pouvoirs qui puisse être au service des buts que vous vous êtes fixés en tant qu'organisation. Nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode et nous nous réjouissons déjà de participer au nouvel épisode avec vous. Nous y discuterons des choses à faire et à ne pas faire en ce qui concerne la sélection des administrateurs. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez de plus amples renseignements sur Gouberna, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les joueurs de la Loterie nationale ainsi que la Loterie nationale pour avoir rendu cet épisode possible. Merci et à très bientôt.